Bonjour. Bonsoir. Bah, Loulou, on s'était mis d'accord pourtant. Ouais, mais bon, tu comprends, moi je suis un peu déficient, je suis un robot, j'ai du mal à bien fonctionner. Ok, bon, on recommence et cette Ouais. fois-ci, on le fait bien. Ok, D'accord? ok. Bonsoir. Bonjour. Non, mais du coup, bonjour, bonsoir, Voilà. en fonction de quand les gens vont écouter. Bienvenue sur Canapop. Effectivement, Canapop, c'est nous deux. Ouais, C'est voilà. Loulou et Rouquin, moi-même. C'est une émission, c'est un podcast sur lequel on va discuter de pop culture. Oui, déjà. Voilà. Ouais, ça fait déjà 4 numéros. Oui, c'est vrai, c'est le quatrième. Ouais. Et on est en live pour celui-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on est au festival Créatech. Exactement. Donc merci à Créatech de nous avoir Ouais. admis et de nous avoir fait venir pour ça. On va parler quand même de pas mal de choses sympas aujourd'hui avec notre podcast. Alors après, juste pour repréciser, le festival Créatech, ça a lieu depuis vendredi, là, le 1er mars, Ouais. et ça a lieu jusqu'à ce soir, jusqu'à 19h je crois, et il y aura encore un certain nombre d'activités dans la journée, Ok. des compétitions de jeux vidéo, enfin ce genre de choses. Et puis les gens peuvent venir découvrir, donc c'est à Tuile-d'Oison, dans le département de l'Eure, et les gens peuvent venir à la salle des fêtes Philippe Aubin pour venir découvrir toutes les superbes activités. Voilà. Ok. Bah, c'est Juste super, pour merci préciser. d'avoir donné toutes les infos. Pas de problème. Et ben nous, du coup, on a été invités donc par ZGen, qui est l'association dans laquelle on a été pour faire Canapop, du coup, Mhm. et donc pour assister au Créatech. Et sur Créatech, on nous a demandé quand même un petit truc sympa, parler de la robotique, de l'intelligence artificielle. Ouais, Et donc nous, vu qu'on parle de pop culture, tout on à s'est fait. dit qu'on pouvait lier les deux Tout à fait. en disant donc on va parler de Cinéma, cinéma, jeux vidéo, animé, voilà, manga. animé, un peu tout ce qui va toucher à la pop culture du coup, Mhm. et surtout ça va nous permettre aussi de donc le thème qu'on va prendre, c'est robots et IA à l'intérieur de la culture pop. Exactement. On est d'accord avec ça? Exactement. Ouais, ouais. Ça Parfait. marche. Alors il y aura aussi une petite touche quand même de transhumanisme, on préfère en parler vite fait pour évoquer un peu le sujet, mais ça sera très léger. Oui, oui, parce que bon, le transhumanisme, c'est les corps augmentés via un certain nombre d'inventions, de créations scientifiques, médicales. Ouais. Mais voilà, ça ne concerne pas que des augmentations Exactement. robotiques, Exactement, c'est vrai. concerne un ensemble de choses plus vastes. Voilà. Bon, bah, du coup, Moi j'avais une première question à te poser. C'est quel a été ton premier contact avec un robot, un robot ou une IA dans la culture populaire, bien Ouais, sûr. dans la culture populaire. Moi, pour le coup, Alors tout genre confondu, hein, tout super confondu. si je dois bien réfléchir à cette question, parce qu'elle est très intéressante, je dirais que mon premier contact, c'était dans Toy Story, je pense. Avec Ouais. l'empereur Zorg, qui me faisait vraiment penser à un robot, et puis quelques autres personnages du dessin animé qui sont des robots très classiques dans cette époque-là, je trouve. Voilà, qui était vraiment représenté des tas de ferraille. Oui, il y a le géant de fer. Enfin, on en Voilà. parlera plus tard. C'est Mais ça. effectivement, enfin, dans Toy Story, dans les créations de chez Pixar, à part dans Wall-E, c'est pas vraiment des robots, mais l'intérêt, c'est justement qu'on a affaire à des formes, on va dire, qui font par mimétisme en fait une sorte de recréation de l'homme, de l'être humain. Et ce qui est intéressant notamment dans Toy Story, c'est qu'on a un personnage de cow-boy, un personnage d'astronaute, un dinosaure, et en fait tous ces personnages-là ont des dysfonctionnements. Ils se pensent comme des êtres humains, mais finalement ils dysfonctionnent sur un certain nombre d'aspects. Et notamment dans le premier, on a un petit enfant qui martyrise ses jouets, et en fait le grand méchant. Il les transforme, il en fait un peu des espèces de créatures de Frankenstein, et en fait on a un peu l'idée, on retrouve un peu le motif du robot finalement. Du robot travailler
bizarrement, mais travaillé. Ouais, c'est vrai. Ils ont été assemblés d'une certaine manière, pensés par un esprit peut-être un peu abîmé pour un enfant, je pense. Parce que ça reste quand même un enfant dans le dessin animé, mais ça reste un peu abîmé. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et toi, du coup, alors, c'est quoi ta première vraie vue du robot? Ouais, bah moi, bon, ça va être assez original, hein, parce que c'est dans un film pas très très connu de 1977. C'est dans du coup Star Wars. C'est vrai que je connais pas. Et c'est les personnages de C3PO et de R2D2. Donc en fait moi, ce que j'aime bien à travers ces personnages-là, c'est que finalement, c'est des robots, mais c'est traité quand même sous l'angle de la féerie, du conte de fées. Il y a un côté un peu Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, notamment à travers le personnage de R2D2, tu vois. Qui se jette à l'aventure, quoi. Ouais, qui se jette à l'aventure, qui a du coup une façon de se déplacer, une allure qui n'est pas du tout taillée pour ça, mais du coup il y va quand même. Et le contrepoids à ce personnage-là, c'est le personnage de C3PO, qui est une espèce de personnage un peu de majordome anglais, mais robotisé. Et un peu loufoque, parce que du coup, il a quand même tendance à faire toutes les bourdes qu'on aime bien de C3PO. Et puis c'est l'intérêt d'avoir ce duo-là, en fait, au début et dès le début du tout premier film sorti en 77, parce que finalement, ça fonctionne un peu comme une forme de porte d'entrée vers cet univers-là. Et quand tu es un enfant et que tu découvres Star Wars et que tu le découvres par ce biais-là, en fait, moi je trouve que tu as quand même une possibilité de t'identifier avec soit un personnage très vaillant, très aventureux, ou un personnage qui est beaucoup plus craintif, qui est beaucoup plus maladroit, et qui ne sait pas trop comment. Vous êtes sûr qu'on devrait aller là-bas? Il n'est pas trop sûr de pouvoir s'en sortir. Mais voilà, moi c'était mes deux grosses références. Ok, ça me paraît bizarre parce que c'est vrai que moi, Star Wars, je l'ai découvert vraiment très, très tard, je pense, par rapport à la plupart des gens. Déjà parce que j'ai pas été attiré quand j'étais plus jeune par la science-fiction de base. Et du coup, ça a été très long pour que je me lance dedans. Et quand j'ai commencé à suivre la science-fiction et regarder Star Wars, j'ai tout de suite pas aimé La Petite Maison dans la Prairie, parce que moi j'ai pas commencé par la prélogie. J'ai commencé par le 1, 2 et 3. Oui, mais bon, quand toi tu dis Petite Maison dans la Prairie, c'est parce que pour toi il y avait un côté à cette époque-là très nunuche, très romance pour adolescents. Oui. Mais du coup, l'autre truc intéressant, c'est que finalement, à part ces 3 PO, on ne sait pas qui est le créateur, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas. Ah oui, pour les robots. À la base, parce que du coup, on appelle ça des droïdes dans cet univers-là. Ils les appellent pas des robots, et finalement, c'est des formes de vie, on va dire entre guillemets, un peu comme les autres. Au sein de cet univers-là. C'est vrai qu'on les voit au même titre que des aliens ou même que les humains, parce que finalement, on ne sait pas grand-chose sur Luke jusqu'à ce qu'on apprenne qui est son père, mais au début, on ne sait pas d'où il vient, tout ça. Comme Leia, on ne sait pas non plus. Et puis dans le 1, 2 et 3, on ne sait pas qui est le père de Anakin. Donc finalement, tous les personnages sont liés un peu de cette façon-là. Et les robots n'en font pas exception. Mais moi, ce qui me semble surtout important, c'est qu'il y a un aspect très heroic fantasy, en fait. Enfin, adapté dans un univers, dans un habillage de science-fiction. Mais finalement, si tu regardes de plus près, on peut retrouver un peu l'équipe hétéroclite de la communauté de l'anneau, du Hobbit, c'est vrai. de tout un tas comme ça de récits d'heroic fantasy, enfin d'épopées comme ça, d'un voyage d'un départ vers l'aventure. Et finalement, ces personnages-là, ils sont partie intégrante en fait de l'équipe. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Et du coup, là, j'ai une petite question comme ça qui me vient. Comment, euh, par rapport à tout ce que tu as vu, parce que je sais que tu as vraiment une culture cinématographique beaucoup plus grande que la mienne, Oh, il faut pas déconner non plus, hein. bah, moi personnellement, je le trouve comme ça. Mais comment tu représentes le robot, du coup? C'est quoi ta définition du robot? Bah moi, en fait, je sais que le terme est apparu au début des années 20 dans une pièce de théâtre tchèque qui s'intitulait Robota. D'accord. Alors Robota, du coup, c'était un terme tchèque. Ça voulait dire travail forcé ou servage. Ok. Et bah, c'était une pièce de théâtre écrite par Karek Capek. Et en fait, bah, très tôt, il y a l'idée d'une machine à l'aspect humain, capable de se mouvoir, d'exécuter des opérations, de parler. Euh, mais il y a vraiment l'idée en fait de quelque chose qui a été créé pour remplacer l'homme Ok. et lui faire faire un certain nombre De tâches. de tâches à la place de l'être humain. Ok. Bah, c'est marrant parce que c'est un peu l'idée que moi aussi je me fais du robot. Mhm. Enfin, je le trouve très binaire finalement. Ouais, On lui ouais. donne voilà, des tâches et des circuits à lui faire finalement. Et il s'en défera jamais parce que c'est une coquille vide pour moi. Oui, alors après, on ira un peu plus loin dans C'est ça. on va dire, dans la représentation que le robot a eue à travers les époques. Ouais. Mais juste avant, là, on peut juste un peu s'intéresser à c'est quoi une intelligence artificielle? Ouais, oui, oui. Bah, tu veux que je commence pour Ouais, bien en sûr. parler? Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une représentation faite par l'homme pour approcher au mieux de l'âme humaine. Mhm. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit capable d'être consciente de ce qui se passe autour d'elle, consciente Mhm. d'elle-même, consciente d'exister et être capable en fait de savoir quand elle fait du mal ou pas et de ressentir des émotions. Alors aujourd'hui, je sais que technologiquement, on commence à s'en approcher. Je sais que Google en avait fait une qui a été arrêtée au bout de 2 heures parce que c'était devenu quelque chose de très craignos très rapidement. Oui, oui, enfin, c'est vrai que le robot, c'est vraiment le corps Ouais, et l'IA, c'est l'intelligence l'esprit. artificielle. Voilà, c'est Ouais, l'esprit, c'est l'âme. ouais, Effectivement, tu le disais tout à l'heure, finalement, dans les différentes représentations, euh, on peut déjà être interpellé par le fait qu'en Occident, il y a vraiment l'idée d'une espèce de boîte de conserve, un ouais, truc ouais, c'est ça. qui n'y a pas de vraiment Ouais, il n'y a pas de... de contenu à l'intérieur. Ouais, Il est là voilà, pour c'est exécuter. exécuté et finalement aussi pour avoir une utilité un peu de comic relief parce que si tu regardes un certain nombre de récits de science-fiction portés au cinéma, bah, Ouais, dans la Planète Interdite, je crois, un film de science-fiction des années 50, c'est un truc dans lequel... Enfin, le robot, tu vois, c'est une espèce de gros machin qui a du ouais. mal à se déplacer. Mhm. C'est un peu là, voilà, pour faire une pause, un peu adoucir le récit, Ouais, ouais. le rendre un peu plus enfantin. Mm. Et c'est ce qu'on voyait aussi du coup dans Star Wars, c'est qu'il y a vraiment cet aspect-là, c'est que finalement, Ok. alors après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, George Lucas, Gary Kurtz, Irving Kershner et tous les mecs qui ont travaillé sur Star Wars, et les nanas aussi, parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu un rôle très très Ouais, ouais. important, et il faut penser que, enfin, il y avait eu notamment la première femme de George Lucas, elle avait retapé le scénario du Star Wars de 77. Mhm. Elle l'avait carrément adouci d'un certain nombre de parties qui étaient trop lourdes et qui rendaient le récit beaucoup trop compliqué et pas assez fluide. Ouais. Et en fait, l'intérêt, c'est que bah, finalement, c'est vraiment le personnage du robot, il adopte un certain nombre de caractères, un certain nombre de caractéristiques qui étaient, enfin, qui autrefois étaient, on va dire, l'élément
important, mais chez d'autres figures. En fait, finalement, il a récupéré des codes de gentillesse ou de second personnage, mais oui, plutôt des codes utilitaires, d'archétypes de personnages qui étaient présents avant, en fait. Okay. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant en préparant cette émission, c'est que finalement, moi, je m'y connais pas trop en robotique, en sciences et tout, mais par contre, on voit que le robot, durant les différentes époques, a pris un certain nombre d'apparences, s'est drapé dans un certain nombre de représentations, et finalement, tu peux les faire un raccord avec ce qu'il y avait avant. Oui, c'est vrai. Dans moi, ce que tu dis là, moi par exemple, ça m'évoque des robots pas toujours gentils comme là on peut avoir avec C-3PO et tout ça. Enfin, moi par exemple, je sais que dans les années qui ont suivi les premiers Star Wars, il y a les premiers Terminator qui vont arriver et c'est pas du tout le même style de machine. Oui, effectivement. Et puis après, c'est intéressant de voir que finalement, le tout premier Terminator, il y a eu quand même un certain nombre d'antécédents avant sa sortie. Parce que déjà, dans le Metropolis de Fritz Lang, donc film de 1927, je crois, donc film allemand, le robot à l'intérieur du film, alors déjà, son créateur, c'est pas un scientifique à proprement parler, il a plus une allure d'alchimiste. Donc c'est vraiment l'ancêtre du scientifique. C'est presque un magicien, tu vois. Donc il y a vraiment un aspect mythologique très ancien et on peut penser un peu à la figure du golem, tu vois. C'est marrant. Un monstre qui, dans la mythologie juive, était là en fait pour être créé et avoir une utilité. Souvent, de protection. Venger, protéger. Et finalement, le personnage du Terminator, quand le film sort en 1984, il y a eu quelques années auparavant un certain nombre de films qui ont préparé à cette représentation-là. Il y a le film de Michael Crichton, Moon West. Ah, Michael Crichton. T'en parleras après un peu plus, mais du coup, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que t'as un robot qui a une allure de cow-boy. Il est joué par Yul Brynner, qui était un grand acteur du western, et en fait, le personnage est habillé comme était habillé le personnage de Yul Brynner dans Les 7 mercenaires, un western mythique de l'âge d'or hollywoodien. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que là, il est complètement déshumanisé. L'acteur porte des lentilles aux yeux. Et en fait, ces lentilles, elles sont... c'est très intéressant. Elles lui donnent du coup un regard un peu vide, un peu froid. Et finalement, quand tu sais qu'à la même époque, tous les westerns te parlent de cow-boys qui sont sur le déclin, sur la fin de leur vie, qui souvent finissent très mal, finalement, quand tu vois cette représentation-là, il y a presque l'idée de représenter une sorte de fantôme. Et c'est intéressant, finalement, de le faire via un personnage de robot, parce qu'il y a l'idée aussi de recréer par mimétisme une humanité. Mais une humanité qui finalement n'est pas présente. Et quand on arrive du coup à Terminator, mais je vais d'abord te laisser parler de Michael Crichton parce que je sens... Ouais, c'est vrai que j'aime tellement cet auteur en fait. Du coup pour Michael Crichton, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur qui a réalisé quand même beaucoup de choses. Il a réalisé notamment le livre Jurassic Park, donc c'est quand même très connu vu... Écrit. Excuse-moi. Réalisé, c'est vrai que c'est le terme du filmique, enfin cinématographique, mais c'est vrai qu'il a écrit Jurassic Park, mais il a aussi écrit un autre livre qui parle aussi de robots. Alors, on parle plus de nanotechnologie pour le coup, qui s'appelle La Proie. Et moi, je l'ai dévoré. Je suis pas très lecteur, mais pour le coup, là, je l'ai vraiment dévoré en une journée. Il n'est pas très long, je le conseille à tout le monde. En fait, il y a un personnage qui est principal à l'histoire, qui a une femme qui travaille dans un laboratoire où on crée des nanotechnologies. Et en fait, il se rend compte que sa femme elle a un comportement bizarre en rentrant chez eux.
Et en fait, il va décider de la suivre pour éclaircir ce mystère. Donc on s'attend à découvrir quelque chose autre. En fait, on s'attend à ce qu'il pense qu'il y a une vie conjugale qui est en train de se faire ailleurs, quoi. Et du coup, pour le coup, c'est des nanocaméras qui sont censées venir dans les corps des gens pour protéger et essayer de sauver des maladies ou des choses du genre, qui ont complètement foiré et qui deviennent tueuses, donc qui vont tuer par dizaines des gens et qui vont prendre leur apparence totalement, parce que grâce à leur système de caméra, ils vont utiliser la lumière, tout ça, pour essayer de recréer un corps humain. Et ils vont essayer de se mouvoir de la même manière qu'un humain, ils vont essayer d'avoir des interactions. Et en fait, voilà, tout se déroule sur ça et il y a une vraie histoire bien lançante. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, donc je le conseille à tout le monde, quoi. Ça a l'air assez captivant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que chez Crichton, la science a souvent un attrait comme ça très inquiétant. Elle échappe au contrôle de l'homme qui l'a fait. Et finalement, dans Monde Ouest, c'est vraiment le même schéma que Jurassic Park. C'est une histoire avec un parc d'attractions. Alors ça a été adapté ces dernières années à la télévision par HBO, je crois, dans la série Westworld. C'est vraiment la même histoire. Et finalement, on a un parc d'attractions qui se dérègle et dans lequel les automates, parce qu'il y a vraiment un peu la logique de l'attraction qui se dérègle complètement, et finalement les hommes qui sont là, eux, ils sont là pour se livrer à un certain nombre d'activités très viles, très, très déshumanisantes. En fait, ils peuvent se livrer au meurtre, ils peuvent se livrer au viol même. À des fantasmes inavoués, finalement. Et à des fantasmes inavoués. Et finalement, le robot, au bout d'un moment, finit par incorporer en lui-même l'idée de vengeance. Et finalement, il va commencer à se dire, après avoir été tué, entre guillemets, plusieurs fois, il va commencer à se dire qu'il peut se venger. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va se dérégler. Et c'est pour ça, du coup, c'est intéressant de penser juste derrière à Terminator, parce que finalement, Terminator 1, il y a vraiment l'idée d'une menace que tu ne peux pas arrêter, que tu ne peux pas vraiment pas même l'arrêter, stopper. Et il y a un peu l'idée du destin en fait qui s'accable sur des personnages, parce que tout le monde connaît l'histoire de Terminator. C'est un robot qui vient du futur pour essayer de tuer quelqu'un. Sarah Connor. Histoire de changer le futur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans Terminator, le personnage, les personnages qui sont créés en opposition à cette menace, c'est des êtres humains, mais des êtres humains qui ressentent des émotions. Il y a un combattant du futur qui vient justement pour sauver cette femme, Sarah Connor, et lui, il est tombé amoureux de cette femme en regardant une photo. Donc lui, il ressent, cette histoire d'amour. En fait, il est au niveau, tu vois, un niveau d'humanité qui est assez exceptionnel, parce que lui, il vient d'un futur où l'humanité a disparu. Et finalement, lui, il fait tout ça par amour. Et c'est vrai. Et les personnages vont essayer comme ça, en permanence, d'échapper à ce destin funeste qui les poursuit. Et après, il y a eu toutes les suites, toutes les itérations qui sont plus ou moins intéressantes, mais où justement, il y a un peu l'idée que finalement, tu ne peux pas échapper à ton destin. Parce que dans le deuxième, on comprend que le futur a été un peu... on a réussi à l'annuler. Et finalement, notamment dans la version longue, qui fait toute une séquence finale, mais il y a cette idée du destin que tu peux modifier, que tu peux rectifier. Et du coup, ce qui est intéressant entre Terminator 1 et Terminator 2, c'est que le personnage du Terminator va complètement changer de... il s'humanise. Voilà, il va changer
Et du coup, il va prendre une conscience avec un peu de l'intelligence artificielle finalement. C'est ça. Même s'il était déjà régi dans le premier par une intelligence artificielle, mais il était très facilement maîtrisé comme un robot qui devait remplir une fonction très précise parce qu'il avait été créé pour ça au final. Et au final, quand tu regardes le premier Terminator, juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette représentation d'un corps impressionnant, mais impressionnant que tu devines finalement rapidement comme un corps qui fonctionne par automatisme, qui est téléguidé, tu vois, qui doit aller dans une direction. C'est vrai. Bon, après, on parlera pas de sa pose quand il arrive parce que il est magique quand il apparaît pour la première fois à l'écran. En fait, il y a vraiment l'idée de montrer une puissance qui est surhumaine. Elle est surhumaine. Et finalement, ça va de pair avec toutes les représentations, on va dire, de méchants dans les années précédentes, parce que entre le requin des dents de la mer, le Michael Myers de Halloween, finalement, tu avais cette idée en fait du mal absolu. Et du mal qui est là pour brutaliser. C'est des figures de croque-mitaine. Et finalement, quand on regarde l'affiche du tout premier Terminator, il y a vraiment cette idée d'une sexualité. Le personnage arrive nu. Il a l'air de naître en fait devant les yeux du spectateur. Du spectateur, mais à la différence d'un homme, lui, il naît sans souffrance. C'est vrai, parce que du coup, à l'inverse, son opposant, lui, quand il arrive, il est en PLS, il a mal, il se relève difficilement. Enfin, on sent qu'il a vécu quelque chose de pas agréable, que beaucoup de gens voudraient revenir dans le passé, mais je suis pas sûr qu'ils aimeraient pouvoir le faire comme ça, au final. On voudrait le faire plus comme Doctor Who, où tu rentres juste dans une machine et tu voyages, c'est plus simple. Mais voilà. Du coup, après, dans Terminator 2, le personnage devient un défenseur, un gardien, un protecteur, parce que finalement, il est envoyé du futur par un homme, John Connor, le fils de Sarah Connor. Il est envoyé dans le passé pour défendre John Connor, le John Connor, du coup, jeune, et aussi par extension sa mère. Et finalement, le personnage devient une sorte de paire de substitution. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes dans le cinéma de l'époque, le cinéma américain, tu as la figure de E.T., t'as des figures comme ça en fait de monstres protecteurs qui viennent voir des enfants qui ont subi soit le deuil, soit le divorce, et du coup ils viennent pour réparer quelque chose et pour permettre à l'enfant de passer à la maturité. Et là, ce qui est intéressant du coup dans Terminator, c'est que finalement c'est un personnage aussi qui vient pour permettre à l'enfant de sortir de la norme, de s'extraire littéralement d'une forme de conditions très conservatrices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans plusieurs films de l'époque des images similaires entre le Johnny Five 1 et 2. Et tu vois, ça me fait penser à un autre film. Alors, ça n'a rien à voir avec le robot, mais c'est un film que fait Schwarzy. Le film, il s'appelle Last Action Hero. The Last Action Hero, exactement. Voilà, j'étais en train de rechercher. Et justement, il reprend encore la figure un peu paternelle d'un enfant qui a subi traumatisme et surtraumatisme. Et voilà, moi je conseille aussi celui-là. C'est super intéressant parce que le film, je crois que Last Action Hero c'est 1993 et finalement Toy Story dont tu parlais tout à l'heure c'est 1995. Et là, du coup, tu as la même idée d'une figure qui n'est pas robotique mais qui fait quasiment du mimétisme et qui essaye au fur et à mesure du film de s'humaniser. Et du coup, effectivement, c'est intéressant
que Schwarzenegger ait joué du coup Des à rôles quelques années d'intervalle deux figures qui progressivement deviennent humaines. Ouais. Et finalement, ça nous montre aussi que le robot, au bout d'un moment, et ça c'est un élément important de Terminator 2, c'est que c'est un gros film d'action. Hein. Il y a énormément de séquences à l'intérieur. À la fin, je crois qu'il y a entre 30 et 40 minutes d'action non-stop, mais avec quasiment aucun mort à l'écran. Parce que c'est un film aussi qui travaille une sorte de discours pacifiste et humaniste, où finalement le robot, c'est une sorte de cavalier de l'apocalypse qui arrive pour justement annoncer l'apocalypse, mais qui vient aussi pour donner les clés à l'enfant pour changer en fait cette fatalité, pour essayer de rectifier quelque chose. Et le film a beaucoup d'intelligence, joue sur un ensemble de nuances pour finalement ne pas rentrer, tu vois, simplement dans le film d'action bête et méchant. Bête et méchant. Ouais. Et moi, du coup, j'en ai un autre un peu plus difficile, donc pour le robot aussi. Alors, pour cette fois-ci, on va partir sur un peu de la série. Je pense que c'est des séries qui sont assez connues du titre, hein, c'est Black Mirror. Et en fait, dans Black Mirror, il y a un épisode qui s'appelle Metalhead, qui va parler en fait d'un chien cybernétique. Qui parle d'une apocalypse. Hein, soyons clairs avec ça, c'est une apocalypse. Les humains sont vraiment très mal mis. On va voir donc trois personnages qui vont essayer de trouver des vivres pour s'en sortir. On les sent très très apeurés parce qu'au début on ne sait pas de quoi est l'ennemi finalement. On ne sait pas si c'est une maladie, si c'est autre chose, mais voilà. Et en fait ils sont très très apeurés. Ils vont aller dans un entrepôt et dans un entrepôt ils devaient aller récupérer un carton précis. Donc ils vont pour ce carton, ils récupèrent le carton et derrière le carton se trouve un chien. Et d'ailleurs, alors un chien mécanique, hein, je précise, c'est un robot mécanique en forme de chien. Je tiens juste à préciser quand même qu'il existe dans la vraie vie, si ça vous intéresse, allez voir Boston Dynamics, allez sur leur site et vous pourrez voir à quoi ressemble cette c'est créature. une entreprise américaine qui développe en fait des robots. Exactement. Bon, alors il n'est pas poussé comme dans le film, enfin je l'espère parce que très sincèrement, moi ça me ferait encore plus flipper que ce que j'ai juste vu là. Oui, mais c'est déjà un peu flippant parce que c'est vrai que tu te dis, bon, pendant un certain nombre d'années, on s'est dit, voilà, la science-fiction, ça nous montre, via la fiction, un certain nombre de représentations, on en est loin. Et là, finalement, on en est très très proche. Compte, mais on le développera un peu plus tout à l'heure, on se rend compte que on est finalement de plus en plus proche avec cette réalité fictionnelle, finalement. Et la réalité et la fiction se rejoignent de plus en plus. Et donc, du coup, pour reprendre l'épisode, en fait, on va donc avoir cette première attaque qui se passe avec le chien robot. Donc, on comprend que c'est le danger qui va nous suivre tout le long de l'épisode, surtout qu'en plus, il te marque avec un traceur GPS. Donc, il te suivra n'importe où tant que tu ne l'enlèves pas. Et en fait, on va suivre toute cette histoire où les personnages qu'on découvre vont devoir essayer de survivre. Et très sincèrement, c'est trop bien réalisé, c'est en noir et blanc. Ça met beaucoup plus d'impact parce que du coup, les visages des personnages sont très crispés, sont très... Enfin, ils ont vraiment peur, hein, on le sent, voilà. Et puis le noir et blanc met un vrai contraste dans le sens où même quand il y a du sang, tu t'en rends compte mais sans que ce soit rouge sanglant, qu'il y ait des couleurs vives. Là c'est vraiment, c'est trop bien fait. Je le conseille très fortement. Donc Black Mirror, vous allez regarder Metalhead, voilà. Et je pense que pour moi, en tout cas, les robots
méchante représentation, je pense que les robots comme menace, voilà, c'est vraiment là là moi je me sens en panique quoi. Que tu les vois, que tu les imagines. Et bah après, du coup, pour revenir un peu à Terminator 2 et passer aussi rapidement à autre chose, c'est que finalement, dans Terminator 2, du coup, l'enfant de John Connor, il y a un moment où il se met à pleurer. Et du coup, le robot le regarde et lui dit qu'est-ce que tu as dans les yeux? Et il lui répond rien. Ça va aller. Et à un autre moment, il explique que des fois, on peut pleurer. John Connor explique ça à son robot parce que finalement, ça devient littéralement son ami. C'est ça. Et qu'il essaye, du coup, de lui faire un apprentissage d'un certain nombre de choses. Et du coup, le robot lui dit, mais c'est quoi du coup, c'est quoi cette souffrance? Et il lui dit, mais c'est pas quand t'as mal physiquement, c'est autre chose. Et il n'arrive pas à lui expliquer. Et à la toute fin du film, quand le robot va disparaître et que du coup l'enfant va passer littéralement à l'âge adulte, il y a ce moment crucial où il regarde l'enfant qui pleure et il lui dit maintenant je comprends pourquoi vous pleurez. Et finalement, il va y avoir un ensemble de représentations du robot où l'idée c'est aussi d'aller chercher à montrer que en quelque sorte ils sont ce qui va arriver après l'homme, tu vois. C'est ça. Exactement. L'homme était un point dans l'évolution. Le robot sera un point en plus. Ouais, voilà, sera l'étape suivante, véritablement. Et là, du coup, on pense à des films comme Wall-E. Oui. Wall-E, c'est vraiment très petit robot esselé sur. C'est ça. Sur Terre. Sur Terre. Alors que l'humanité est partie. Ressent, on va dire, l'humanité, mais à travers tout ce qu'elle a laissé là-bas. Et donc, du coup, recrée véritablement par mimétisme, en fait, tout ce que l'humanité pouvait imaginer comme art, comme objet à utilité variée. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'homme là-dedans, il existe encore. Il a quitté la planète Terre. Mais on n'en parle quasiment pas, finalement. Oui, mais du coup, il est devenu complètement inerte. Il ne marche plus. Il se déplace sur des chaises qui sont en lévitation permanente. Et finalement, le petit robot qui ne peut quasiment pas s'exprimer par la parole, il est plus humain. Et il est plus humain à tel point qu'au bout d'un moment, il finit par connaître l'amour auprès d'un autre robot qui lui s'appelle Eve. Et du coup, tout ça pour dire que finalement les robots, ils ont quasiment dans ces films-là et aussi dans le AI de Spielberg, l'espèce de version robotique de Pinocchio, finalement il y a cette idée que tu as eu le tout premier homme, Adam, et le dernier représentant de l'humanité, c'est des robots. Donc c'est quasiment de nouveaux Adams qui finalement sont presque des figures messianiques. Et alors messianique, ça veut dire figure de Messie, comme on a pu en voir énormément dans les représentations religieuses. C'était juste pour préciser. Je voulais te couper juste pour donner un autre film qui fait ça aussi, c'est L'Homme Bicentenaire. L'Homme Bicentenaire, c'est également la même chose. C'est la même stratégie. Avec Robin Williams. Robin Williams, donc un acteur formidable pour moi. Chris Columbus, réalisateur des deux premiers Harry Potter. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, en fait, l'homme bicentenaire, c'est un robot domestique, donc qui était chargé de faire des tâches domestiques, donc le ménage, tout ça, qui va intégrer une famille. Il y a une personne de la famille qui l'intègre comme un humain à part entière, on va dire, et les autres vraiment le traitent comme un larbin, comme un vulgaire robot finalement. Et au fur et à mesure, le robot va développer des comportements de plus en plus humains
Il va se faire accepter quasiment par toute la famille, si mes souvenirs sont bons, et ça se terminera sans que j'en dise plus. Oui, tu veux pas spoiler, c'est vrai qu'on aurait pu dire qu'il y aurait probablement des spoils. Après, bon, voilà, on essaie de parler des choses de façon suffisamment, on va dire, abstraite. Oui, c'est vrai. En revenant surtout sur les symboliques, les allégories. On essaie. Pour éviter de trop en révéler. Mais on est désolé s'il y a des petites choses qui passent entre les mailles du filet. Mais après, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que dans l'homme bicentenaire, l'homme a un aspect méchant. Oui. Voire vicieux. Ah bah la petite fille, oui, carrément. Oui, je me souviens avoir vu le film. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes AI de Steven Spielberg, finalement, c'est l'histoire d'une mère de famille qui, comme son enfant est dans le coma, adopte un robot à l'allure d'enfant. Et finalement, elle l'adopte juste par égoïsme, alors que lui, il va commencer à développer un sentiment d'amour auprès de sa mère. Et finalement, quand l'enfant, le véritable enfant, réapparaît. Et là, du coup, lui est complètement rejeté. Exactement. Et finalement, l'humanité fait preuve d'une méchanceté et d'un manque total de sensibilité qui est assez effroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu repenses à la carrière, à la filmographie de Spielberg, le film sort, je crois, un peu plus de 5 ans après La liste de Schindler. Et à un moment dans le film, il y a vraiment une séquence qu'on pourrait quasiment mettre un peu en parallèle avec celle qu'on pouvait trouver dans La liste de Schindler, toutes les images tu sais, où on voit les Allemands emmener les Juifs, les maltraiter, se livrer à un certain nombre d'exactions. Là, il y avait dans le film, à un moment, le petit robot à l'allure d'enfant se retrouve dans une sorte de jeu du cirque futuriste dans lequel les hommes se livrent à un certain nombre d'exactions auprès des robots. Il les démembre. C'est assez sale. Il les décortique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, eux, les robots, ils sont tellement programmés pour aller dans une direction, ressentir une émotion précise, que finalement, quand on leur fait mal, ça ne leur enlève pas en fait le sourire. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont binaires. Ils sont programmés pour réagir d'une certaine manière et ils pourront jamais réagir autrement jusqu'à ce qu'on leur insuffle une intelligence artificielle qui se rapprochera de l'âme en fait. Tout à fait. Et finalement, le seul à pouvoir commencer à ressentir de la peur, de l'effroi, c'est le petit. C'est le petit, et le petit, il porte le nom de David. Et encore une fois, du coup, on retrouve cette idée du personnage messianique qui vient pour apporter un message, qui vient pour annoncer, on va dire, une nouvelle étape dans l'évolution. Oui, c'est vrai. Et donc, derrière, c'est vrai qu'il y a un autre point que moi je trouve très très important, c'est que finalement, on parlait tout à l'heure du fait qu'en Occident, le robot c'est souvent une âme, enfin une figure très 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 vide. Alors là, on vient de montrer que le robot a évolué quand même au fur et à mesure du temps. Et puis arrivé dans les années 80, on a quand même commencé à l'humaniser. C'est vrai. Et on l'a humanisé aussi parce que au Japon, très tôt, dès 1963, il y a le Astro Boy. Donc c'est la figure, une espèce de petit robot à l'allure d'enfant. On reprend là encore une fois le mythe de Pinocchio. Et finalement, cette figure du petit garçon qui veut devenir un enfant. Ouais, voilà. Un vrai petit enfant. Finalement, là, elle est tout de suite, on essaye de lui donner de l'humanité. Oui, alors qu'en Occident, on a vraiment mis du temps avant d'y arriver. Et finalement, quand on voit un certain nombre de films cultes des années 80, des années 90,
il y a beaucoup d'éléments qui nous ramènent au Japon. Moi, je sais que je trouve que finalement, Blade Runner, ça annonce Ghost in the Shell. Alors, à la base, c'est un manga, mais ça a été adapté par Mamoru Oshii au cinéma dans un premier film en 95, enfin, milieu des années 90. Après, tu as eu une suite, Ghost in the Shell 2, Innocence, qui est sorti au milieu des années 2000. Il a refait aussi le premier en ajoutant des éléments supplémentaires, et c'est Ghost in the Shell 2.0. Et en fait, finalement, on retrouve, comme dans Blade Runner, l'idée d'un futur dystopique dans lequel toute beauté a disparu. Mais finalement, le robot, lui, arrive... et commence à retrouver une humanité, finalement. Et puis arrive à voir, en fait, de la beauté là-dedans. Parce que c'est tout le propos de Blade Runner. C'est que finalement, le robot joué par Rutger Hauer, célèbre acteur hollandais, lui, il est là pour... en fait, il ressent... Enfin, il a vu des choses dans ses aventures dans l'espace, dans ses voyages. Et à la fin du film, il y a un célèbre monologue où, après avoir été poursuivi tout le long du film par le personnage de Descartes, joué par... enfin, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, hein, mais joué par Harrison Ford. D'accord. Finalement, il se permet une pause. Il sait qu'il va mourir. Et sa phrase culte, c'est après avoir énuméré tous ses souvenirs de beauté, de moments de jouissance, il dit là, du coup, tous ces souvenirs vont se perdre vont se perdre comme les pluies, comme les larmes dans la pluie. Parce que c'est le seul à l'avoir vu finalement. Oui, voilà. Et que finalement, ce qui est intéressant, c'est que en face, celui qui est censé être un être humain comprend qu'il a peut-être lui-même, du coup, il est peut-être lui-même plus un être robotique qu'un être humain, parce que finalement, il ne sait pas ce que ça veut dire en fait. C'est ça. Il ne comprend pas, et il est totalement en état de sidération. Et du coup, il y a la même chose dans Ghost in the Shell, et la célèbre musique de Kenji Kawai avec ses chœurs féminins, ça permet en fait d'envelopper les images dans une espèce de nappe, un truc très atmosphérique, et finalement tu as vraiment l'impression de ressentir de la beauté finalement dans un univers où il n'y a quasiment plus de nature, où tout est urbain, où tout est... Ouais, c'est vrai qu'en plus, pour le béton... le peu que j'avais vu, c'est vraiment des buildings à la comment on appelle ça, à la New York, à la Tokyo, mais sans qu'il y ait la nature autour, quoi. Il y a vraiment plus une place de nature, ne serait-ce même d'art dans la rue, parce que finalement, il me semble pas qu'on voit de graffiti ou de trucs comme ça. Enfin, on voit plus rien. C'est vraiment bétonné et aseptisé comme un cachot. Enfin, il y a vraiment l'idée que tu peux quasiment pas respirer dans ce monde-là. Et donc du coup, les figures de Ghost in the Shell ou de Blade Runner, et on peut aussi penser du coup à Robocop, c'est le cyborg. Et finalement, le cyborg, il est un peu humain. Ouais. Il y a même une très grande partie humaine. Du coup, voilà. Mais il est aussi très robotique. Voilà, il a été robotisé, donc en plus le cyborg se rapprocherait même beaucoup du transhumanisme finalement. Ah bah oui, là du coup c'est vraiment l'idée, on est à fond dedans, parce que finalement dans Ghost in the Shell il y a vraiment l'idée que l'humanité est arrivée à un état tel qu'elle a, si tu veux, le titre veut tout dire, c'est-à-dire que le ghost c'est l'âme et le shell c'est le corps. Et finalement il y a souvent dans les films des réflexions des personnages sur finalement, est-ce que je ne suis pas juste un corps qui habite un ghost, et que ce ghost est indépendant de moi, c'est-à-dire, est-ce que
je suis pas juste une marionnette, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, l'intérêt avec Robocop, c'est qu'on a un personnage. Alors tout à l'heure, on parlait de Terminator 1. Dans Terminator 1, on a un personnage qui apparaît et on ressent tout de suite un manque d'humanité. Et au fur et à mesure du film, plus le personnage se trouve mis à nu, plus il apparaît en fait dans sa forme la plus pure. La plus pure, c'est-à-dire un robot, un squelette de métal. En fait, plus il apparaît humain. C'est ça. Parce que finalement, à la fin du film, quand il se révèle sous sa forme véritable, là on comprend que il boite, il a ses yeux rouges qui font ressentir l'humanité. Alors c'est une humanité diabolique, hein. Il y a vraiment l'idée de reprendre un peu l'image du diable. Et finalement, le truc avec Robocop, c'est que c'est un peu le voyage inverse. C'est que le personnage, au début du film, tu le découvres comme un humain. Il se fait martyriser, il meurt, mais c'est littéralement une séquence qui fait une référence à la crucifixion au Christ. Et finalement, le personnage va renaître sous une forme complètement nouvelle, augmentée. Tu as vraiment l'impression de voir un espèce de super-héros. Et au final, à la fin du film, il retire son casque qui cache ses yeux. Et en fait, il laisse son vrai visage. Son vrai visage à l'air libre. Et là finalement, il y a un dialogue célèbre. Un personnage lui dit « Mais comment je dois vous appeler ?» Et là, tu t'attends à ce qu'il dise Robocop, et le personnage se retourne et il dit Murphy. Parce que finalement, au début du film, il s'appelle Alex Murphy, c'est ça. Personnage de flic, qu'on envoie volontairement dans un guet-apens pour qu'il meure et pour que finalement sa chair, ce qui va rester de lui, serve à créer une créature monstrueuse. C'est ça. Et finalement, à la fin du film, il a réussi à trouver le bon équilibre. Et ça, c'est très très intéressant parce que finalement, tu comprends que là, encore une fois, il y a l'idée un peu d'aller vers le futur, d'aller vers ce vers quoi on va certainement aller en tant qu'humanité, parce que finalement, on comprend, quand on regarde les gens aujourd'hui, ils ont un téléphone dans la main, nous on a des PC. C'est marrant que tu m'en parles. J'allais parler justement d'une série qui parle de tout ça. Donc, vas-y. Parfait, tu m'envoies dessus. Lance-toi. C'est la transition parfaite. Donc là, je vais parler d'une série moi qui s'appelle Person of Interest. Je pense qu'elle est connue à son échelle. Donc on va suivre l'histoire d'un personnage qui faisait anciennement partie de la CIA. Donc c'est un tueur, une personne qui cherche et qui essaye de calmer et d'arrêter des criminels notoires ou des terroristes. D'accord. Et en fait, il y a une agence qui va le débaucher et qui va lui dire, voilà, nous on travaille que pour arrêter des terroristes, mais avant qu'ils fassent les actes. Ok, donc c'est vraiment, très bien. On veut les prendre avant qu'ils se passent. Et à chaque fois, on a un taux de réussite de 100%. Donc le mec est un peu intrigué, il va tester. Et il va se rendre compte que ça fonctionne très bien, sauf qu'il ne comprend pas comment c'est possible qu'on arrête des gens qui sont de futurs terroristes sans qu'ils aient fait l'acte. Oui, voilà, en fait, il y a vraiment l'idée d'une justice qui est arrivée à un état de maîtrise que finalement on oublie complètement la présomption d'innocence. Exactement. Et donc là, on ne sait pas, lui ne sait pas pourquoi, et il va vite le découvrir en fait. Il va chercher à comprendre, et en fait, il va se rendre compte que cet organisme est doté d'une intelligence artificielle gigantesque qui est capable de couvrir tous les États-Unis. Alors, je pense que dans la vraie vie, je pense que c'est capable de s'étendre au monde entier finalement. Et il est capable de comprendre avec intelligence tout ce qui est dit à côté d'un portable, tout ce qui est dit à côté d'un PC, tout ce qui est dit à côté d'une télé. Enfin bref, il prend tout ce qu'il y a de dit autour de nous
Et donc, mon portable pourrait être sur écoute, par exemple, tu vois. Et ça va prendre tout ce que je dis et tout ce qui veut être fait pour justement se préparer et essayer de se protéger, mais que contre les terroristes. De base, ils veulent faire ça que contre les terroristes parce que c'est un danger vraiment ultime pour la nation. Donc, on connaît les Américains qui sont ultra patriotiques, voilà. Donc, pour eux, c'est en avant et que les États-Unis en first pour la démocratie. Ouais. Mais du coup, voilà, on va aussi se rendre compte que cette machine, au fur et à mesure, elle n'élimine pas que les personnes qui sont des terroristes, mais aussi des terroristes pour elle. Voilà. Et donc, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Je ne vais pas tout vous raconter, bien sûr, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais sachez quand même qu'il y a 5 saisons qui sont vraiment, je trouve, vraiment passionnantes pour le coup. Donc voilà, c'est... Moi, ça me fait beaucoup penser, du coup, à un personnage, on va dire, un vrai personnage qui existe vraiment. Hein, c'est Edward Snowden, c'est ça ? Snowden, exactement. Le mec qui a mis à jour un certain nombre d'informations sur la CIA. D'informations sur la CIA. Et finalement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça rappelle... on va dire, beaucoup de récits dystopiques où on part d'une idée qui est censée améliorer, on va dire... notre sécurité. Le quotidien des personnes, quoi. Et puis finalement, ça part complètement en cacahuète, quoi. C'est ça, exactement. Parce que du coup, à quel moment on donne la possibilité à une IA de juger bon d'éliminer ou de pas éliminer telle ou telle personne. Et c'est ce qu'on avait laissé à Skynet et on a eu Terminator. Donc voilà, moi personnellement c'est un truc qui me passionne vraiment dans l'actualité parce que contrairement à toi, je m'y intéresse un peu plus, je pense, à la robotique et à tout ce qui se passe autour. Ouais. Et en fait, ça me passionne tout autant que ça me fait vraiment peur. Parce que quand je vois qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on fait qui sont vraiment folles, par exemple, récemment, Elon Musk, propriétaire de SpaceX, propriétaire de Twitter, maintenant X, a quand même fait développer dans ses labos une puce qui va être capable d'augmenter tes capacités cérébrales. C'est en test actuellement. Moi, je suis choqué. Je me dis qu'on arrive dans un univers que je voyais il y a 20 ans en me disant, c'est de la fiction, on n'y arrivera jamais. De toute façon, en l'an 2000, on devait passer avec des voitures volantes. Et aujourd'hui, on roule avec encore du goudron et on sait que ça va s'éteindre, quoi. Donc, voilà. Mais je trouvais ça trop fort, quoi. Après, même sans forcément penser aux choses aussi poussées, tu vois, moi, je sais que tous les deux, on a choisi de faire cette émission-là parce que de façon très modeste, on se dit, nous, on a des goûts culturels, on aime bien le cinéma, on aime bien le jeu vidéo, on a envie d'en parler. Et finalement, quand tu regardes la façon avec laquelle aujourd'hui ça évolue, finalement, c'est super bien. Il y a Netflix, il y a Amazon Prime, il y a toutes les plateformes possibles et imaginables où tu vas tout trouver. Mais finalement, là-dessus, il y a des robots, il y a des algorithmes qui sont créés pour te faire tourner en fait en boucle sur les mêmes choses. Ah oui. Et finalement, si t'es pas le genre de spectateur, de lecteur... À chercher à t'ouvrir plus. Voilà, t'ouvrir plus, à essayer de sortir de ta zone de confort, en fait, tu tournes... tu risques de tourner autour, ouais. Tu tournes littéralement dans une boucle sans fin, à regarder constamment les mêmes choses. Et tu te rends compte que là... on digresse, mais du coup, le cinéma hollywoodien, c'est son principal problème, c'est que finalement, il est lui-même... je l'attendais, c'est tac. Non, mais moi, il fallait, là, tu vois... Alors, tout à l'heure, Marvel et Disney, c'est pour vous. Moi, depuis tout à l'heure, je suis frustré, je suis un méchant, je suis un rageux, je suis un haineux, et je ne supporte pas le cinéma hollywoodien actuel, parce que le problème, c'est qu'il tourne... alors, pas tous les films, mais il y a quand même beaucoup de choses qui tournent en rond, et finalement tu te rends compte que les robots nous font tourner en rond, mais
il y a aussi du coup le cerveau qui commence à être matrixé et qui commence à se dire bon bah voilà, les gens ils ont aimé Star Wars, donc on va refaire Star Wars. Puis on va surtout pas se casser la tête à essayer d'inventer des histoires, on va refaire les mêmes histoires. Donc voilà, c'était une petite digression. On a encore du coup pas mal de temps là pour discuter, mais voilà, je trouvais que c'était important de le. C'est bien de le dire parce que de toute façon, notre but avec Canapop, c'est quand même d'être deux potes qui sans prétention vont dire ce qu'ils pensent un peu. Ça reste que nos avis personnels, donc ça n'engage que nous. Oui. Voilà, enfin, il n'y a pas de... Même si on balance un ou deux petits tacles... D'ailleurs, je suis assez content. Aujourd'hui, tu n'as pas fait de tacles sur Snakouille, mais... Après, on a le droit d'être... oui, Zack Snyder. On a le droit d'être... je pense qu'on a le droit aussi de montrer quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. Parce que finalement, c'est le problème aussi actuel. C'est qu'il y a cette espèce d'idée de non, il ne faut pas être méchant. Mais au final, c'est important aussi d'être conscient. Et là, encore une fois, c'est la même logique. C'est que finalement, regarder des films, c'est bien. Lire des livres, c'est bien. Jouer à des jeux vidéo, c'est bien. Consommer de la culture, de façon générale, c'est bien. Enfin, consommer... J'arrive pas à trouver un autre mot, mais il me plaît pas beaucoup parce qu'il y a vraiment l'idée de, tu vois, c'est comme tu es dans un magasin et puis tu t'achètes des choses. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu étrange. J'ai un peu du mal avec le terme, mais tout ça pour dire que finalement, on peut pas être simplement des consommateurs. Il faut réfléchir, il faut penser. Et puis, il ne faut pas hésiter à le dire quand on a un truc qui nous dérange. Parce que finalement, les gens, ils sont... Voilà, on nous fait tourner en boucle là-dessus. Et moi, je sais que j'adore discuter de cinéma avec une personne comme toi, comme ça, en tête-à-tête. Mais j'aime aussi le faire sur les réseaux sociaux. Et des fois, tu as vraiment l'impression que tu n'as pas affaire à des gens, tu as affaire à des robots qui sont en face de toi. Et puis voilà, on leur dit toujours les mêmes le nouveau textes. machin qui sort là, il faut l'aimer. Non, t'es pas obligé de l'aimer, t'es pas obligé de l'apprécier. T'es obligé d'être, excuse-moi, laisse-moi terminer. T'es obligé d'être honnête, de regarder les choses. Tu ne peux pas les juger si tu ne les as pas regardées. Ça, je suis d'accord. Tu n'as pas à te taire et à, j'ai pas envie de dire de grossièreté, mais voilà, tu es obligé de faire ressentir les choses. Et je pense que c'est une honnêteté. Je suis d'accord. C'est un devoir d'honnêteté, c'est important. Je suis d'accord. Mais moi, du coup, sur le côté robotique des gens, je trouve, c'est qu'ils te sortent souvent les mêmes arguments en boucle. Tu dois aimer Marvel parce que Marvel, c'est bien, parce que ça parle de super-héros, parce que ils te font tout... en fait, oui, mais... Il y a des créations qui sont mieux que d'autres et il faut savoir le dire réellement. Et je trouve que la plupart du temps, ils sont tous matrixés de la même manière, comme tu disais, tu vois. Mais moi, ce qui me fait le plus penser à des robots, du coup, c'est vraiment la manière dont ils ont de l'écrire. En mode, non mais il faut aimer pour telle raison. Et ils sont tous à écrire les mêmes raisons. Alors, soit c'est ma matrice qui est pas bonne, tu vois. Donc, je suis pas avec Néo, tu vois. Soit, du coup, je suis complètement indépendant et... Bon, on vient de nous rappeler un petit peu à l'ordre, il va falloir arrêter de discréter. Donc, je te propose de te reparler d'un truc parce que je te parlais justement de SpaceX avec Elon Musk. Et en fait, il y a une série qui s'appelle encore Black Mirror, qu'on fait un épisode très particulier qui s'appelle donc... c'est surtout que si là on doit... excuse-moi, je te coupe, mais si on doit terminer dans pas longtemps, autant passer à la recommandation. Tu veux faire la recommandation maintenant ? C'est à toi de voir, mais c'est vrai que si on doit faire rapide, autant... je pense que ça peut être rapide par rapport à ce que j'ai à dire là. Bon, vas-y. Et je te laisserai faire une recommandation ou deux, tu vois. Non, mais d'accord. Je ne ferai pas spécialement, du coup. Ok. Mais donc, dans l'idée, donc là, il y avait un épisode
donc de comment il s'appelle, de Black Mirror, où ça parle justement de transhumanisme, parce que du coup on l'a pas vraiment évoqué, je voulais un peu en parler. Et en fait, sur cet épisode-là, on va avoir une puce qui est implantée derrière notre oreille et qui nous permet de voir et revoir tous nos souvenirs. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, c'est intégré dans ton cerveau, comme un souvenir classique, sauf que tu as la capacité, avec une petite télécommande, de le voir et de le revoir à guise. Et en fait, ça a des points ultra positifs parce que, par exemple, pour la sécurité nationale, c'est génial. Tu viens, tu prends un avion ou une connerie comme ça, et en fait, on te demande de regarder les 24 dernières heures qui se sont passées, puis ensuite, on te demande de regarder la dernière semaine qui est passée. Enfin bref, on va pouvoir tracer ce que tu as fait pour justement savoir si tu es terroriste ou pas terroriste. Enfin bref, moi je trouve que pour la sécurité nationale, c'est pas mal, mais par contre, pour les droits privés, c'est limite. Et là, ça passe pas très bien. Et du coup, tout l'épisode va se baser sur ça. Justement, à quel moment c'est plus la bonne limite, est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on n'aurait pas dû, tu vois. Et ça, moi, j'ai trouvé ça cool. Et le deuxième truc que je voulais parler, c'est un jeu vidéo qui a très bien marché après sa sortie, parce que le jour de sa sortie, il a pris tarif de ouf. Ça s'appelle Cyberpunk 2077. Et en fait, donc on va jouer un personnage qui s'appelle V. Ça se joue en version FPS, donc on joue à la première personne. Ça veut dire que on voit ses bras, mais on voit pas son corps entièrement. Voilà, on voit ses bras, on va faire beaucoup de tirs. Voilà, c'est un gameplay très violent parce que ça va vite, parce qu'il se passe plein de choses. Et en fait, ce qui est vraiment cool à l'intérieur, c'est que ça se passe donc en 2077. Donc, il faut se dire qu'on est en 2024. C'est dans 33 ans par rapport à ce qu'ils proposent là. Et ce qu'ils proposent là, c'est une avancée technologique des humains. C'est-à-dire que moi, je pourrais me faire implanter une puce dans le crâne qui me permettrait d'apprendre le kung-fu en 2 minutes, d'apprendre après les 50 langues de n'importe quel pays, et puis en 2 minutes aussi. Enfin, bref, c'est quelque chose de ouf pour ça. Mais il y a plein d'autres problèmes qui vont s'y poser, forcément. Le hackage, parce que tu vas pouvoir te faire hacker, et tu peux te faire hacker toutes tes données personnelles, mais du coup, ton esprit, tes mémoires et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont être vues dans ce jeu, et c'est vraiment très bien à faire. Voilà, donc si vous avez l'occasion de faire Cyberpunk 2077, je vous le conseille très fortement, et n'hésitez pas à y aller. Ok, voilà. Très bien. Bah écoute, en quelque sorte, c'est une recommandation. Exactement. Moi, moi j'avais envie de juste parler de 2 films que je trouve intéressants parce que pour moi, ils ont une finalité, on va dire, positive et optimiste. D'accord. C'est à la fois Her de Spike Jonze, sorti en 2013, interprété en partie par Joaquin Phoenix, et Chappie, réalisé par Neil Blomkamp, sorti en 2015. Et finalement, dans l'un, on suit du coup un personnage solitaire, timide, qui n'arrive pas à tomber amoureux, parce qu'il vit dans le souvenir, on va dire, d'une expérience amoureuse passée qui s'est mal terminée. Et en fait, lui, il est comment dire... un jour, il se dit, tiens, je vais installer sur mon PC un nouveau système d'exploitation. Et finalement, ce système d'exploitation est doué de la parole. Et il va en tomber amoureux. Et finalement, dans le film, tu suis un personnage comme ça qui a du coup des sentiments, qui parle avec quelqu'un, mais tu as l'impression qu'il parle tout seul, tout le temps. Et finalement, au cours du film, on suit du coup les étapes comme on a pu les suivre dans beaucoup de comédies romantiques. Et à la fin du film,
le personnage qui, à la base, du coup, faisait l'apprentissage de la vie à cette IA. Et d'ailleurs, il y a un peu d'animisme, hein, parce que finalement, c'est donner de l'humanité et une âme à quelque chose à la base qui en est dépourvu. Et finalement, l'IA finit par prendre le pas sur l'homme et finit un peu dans une sorte de discours un peu féministe par dire à l'homme, bah, maintenant je n'ai plus besoin de toi, je peux m'en sortir, il faut que j'aille de l'avant. Et en fait le personnage finit par accepter, comme on accepte un deuil, enfin, le fait de se séparer de terminer cette idylle amoureuse, et il finit par lui aussi sortir grandi de cette évolution. Et c'est un peu représenté comment l'être humain, au bout d'un moment, va finir, on l'espère, par réussir à utiliser au mieux les technologies pour évoluer. Et finalement, il y a la même chose dans Chappie. C'est juste que Chappie, lui, c'est un robot qui a une déficience et on finit par lui incorporer une IA qui est censée apprendre à toute vitesse. Et finalement, il tombe entre les mains d'un gang. Alors ça se passe à Johannesburg, dans la capitale de l'Afrique du Sud, hein, si je ne me trompe pas. Et en fait, je crois que c'est ça, on peut faire tout un parallèle avec la situation ancienne de l'Afrique du Sud, hein, avec l'apartheid, le racisme d'État et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce personnage qui se trouve au contact de ces gens miséreux qui ont principalement comme système de communication la violence, en fait, il va apprendre la vie et finalement, il finit par ressentir un certain nombre d'émotions, notamment pour une mère de substitution. Et à la fin du film, quasiment tout son univers est détruit, mais lui, il comprend en fait qu'il peut rectifier les choses en prenant la mémoire enregistrée des gens qu'il aime et la transférer dans des corps robotiques. Et finalement, les robots dans le film nous rappellent aussi les fameux robots dont tu parlais tout à l'heure, qui t'inquiètent tant. Enfin, voilà, moi, c'était les deux recommandations. Je trouve que c'est des beaux films, c'est des films divertissement, et c'est des films aussi qui donnent de l'espoir, en plus d'être gorgés d'émotions. Voilà. Ok. Du coup, on fait le clap de fin. Eh oui, on va faire le clap de fin. Et donc, du coup, juste pour repréciser, oui, du coup, tu voulais remercier, vas-y, remercie. Je voulais remercier Créatech de nous avoir encore ramené, ZGen, bien sûr. Oui, surtout ZGen. Je remercie aussi toute personne qui nous a suivis jusqu'à maintenant, parce qu'on voit quand même qu'il y a des statistiques qui montent et ça fait plaisir, donc merci à vous tous. Oui, enfin, c'est encore assez... nous, on le fait pour nous et on est heureux de le faire. On espère que ça plaît aux gens. On invite les gens à commenter, on invite les gens à liker, à partager, à s'abonner aussi. C'est vrai. Enfin voilà, on espère que ça sert à alimenter les discussions quelque part entre des passionnés comme nous. Voilà. Exactement. Pour éviter justement de tomber dans une sorte de situation un peu aliénante et finir par être des robots. C'est vrai. En quelque sorte. Joli mot de la fin. Oui, joli mot de la fin. Au revoir, Rouquin. Au revoir, Loulou. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tout le monde, et à la prochaine. Ciao.